le gouvernement fédéral a une stratégie pour la justice, tout le système de justice face aux communautés noires. Et ça, c'est récent. Ça a été développé et ça a été annoncé l'année dernière, en 2024. Donc, oui, ça existe et oui, la lutte doit toujours continuer parce qu'on ne peut pas perdre ces droits-là, ces acquis, parce que les francophones ont lutté pendant des décennies pour avoir ces choses-là. Pas du tout. Les communautés noires sont dynamiques, mais font face à toutes sortes de barrières. Tous, merci de nous retrouver sur notre compte YouTube Écho du Territoire pour ces moments de rencontre avec des personnalités. Aujourd'hui, nous sommes à Ottawa, la capitale fédérale du Canada. Nous sommes sur la colline du Parlement et nous allons justement à l'édifice de l'Est. L'édifice de l'Est, c'est où se trouvent les bureaux des sénateurs pour rencontrer la célèbre sénatrice Bernadette Clément. Elle est célèbre, pourquoi? Parce qu'elle est la première femme noire à être mairesse à Cornwall et à être mairesse dans toute la province de l'Ontario, qui est d'ailleurs la province la plus peuplée du Canada. Bernadette Clément a accepté de nous rencontrer. Avec elle, nous allons poser un regard sur sa vie, son parcours, sur ses challenges en tant que sénatrice, sur sa vision, ses projets, et sur son regard sur la vie de la société au Canada. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Je vous accueille. Oui, merci beaucoup. Nous sommes très honorés d'être accueillis ici par la sénatrice. Ce sont vos bureaux ici? Alors ici, on est dans l'édifice de l'Est, sur la colline parlementaire à Ottawa, la capitale du Canada. Alors c'est un édifice avec beaucoup d'histoire qui date d'avant 1867. Et donc, on est logé ici. Les sénateurs sont logés ici. Nos bureaux sont ici dans l'édifice de l'Est. Oui, on peut voir qu'il y a plusieurs bureaux de sénateurs. Oui. Alors, chaque fois qu'il y a un bureau de sénateur, on voit le drapeau canadien et aussi le drapeau de la province qui est représenté par ce sénateur. Tout à fait. Oui. OK. Et là, nous avons... Ça, c'est la sénatrice McCallum. Elle représente le Manitoba et elle est en face de moi. C'est ma voisine dans l'édifice de l'Est. Tout à fait. Alors, voici chez nous. Alors voilà, la sénatrice Bernadette Clément. Mais on peut lire The Honorable Senator et l'honorable sénatrice en français. Mais il y a une mention plus bas qui est une langue étrange. C'est le latin. C'est le Mohawk. Alors, je suis très fière de cette plaque. Parce que, justement, on a toujours les deux langues officielles du Canada qui sont représentées, mais moi, j'ai insisté pour qu'on ait aussi le Mohawk. Le Mohawk. Parce que moi, ma ville, mon chez-moi, c'est Cornwall, en Ontario, où j'ai été mairesse. À l'est de l'Ontario. Dans l'est de l'Ontario. Et quand je suis devenue sénatrice en 2021, je voulais absolument continuer cette représentation. C'est-à-dire que, parce que ma ville est sur un territoire traditionnel, non cédé, Mohawk, je voulais avoir la langue représentée ici sur la plaque. Donc, on a plusieurs langues autochtones au Canada, certaines qui sont en voie de disparition. Et donc, il y a beaucoup d'efforts à travers tout le pays pour protéger ces langues. Mais le Mohawk, ça se parle couramment par de plus en plus de gens à Akwesasne. Mais les langues officielles du Canada, c'est bien le français. Français et l'anglais. Et l'anglais, alors deux langues officielles. Alors, comment ça se fait que vous pouvez, avoir sur votre plaque 3 langues? Oui. Est-ce que ce n'est pas contre la tradition? C'est contre la tradition, c'est quelque chose de nouveau. On a déjà des sénateurs autochtones qui ont mis leur langue. Donc, on a déjà vu des plaques trilingues. Mais moi, je ne suis pas autochtone. Alors, ça, c'est un peu différent. Mais j'ai insisté parce que dans mon rôle de mairesse à Cornwall, je commençais déjà à promouvoir cela, à parler un peu. Alors, c'est Mohawk, sénatrice. Mohawk.
C'est Mohawk. Mohawk. Alors, M-O-H-A-W-K. Tout à fait. Oui. Celle qui Soulève des questions. des questions. Ça, c'est la traduction du titre de sénatrice. Celle qui pose des problèmes. Poser des questions. Elle pose des problèmes sur la table. Exactement. Voilà. Elle soulève des problématiques, elle soulève des questions. Attire l'attention du monde sur les situations. Exactement. Et ça, c'est le sens de votre engagement en politique. Oui, mais je trouve vraiment ça un beau mot. Ça décrit bien le travail que doit faire un sénateur ou une sénatrice. Ça, c'est Ontario en Mohawk. Donc, on a traduit la province et le titre de sénatrice. Ouais. Très bien. Eh bien, comme je disais, ça montre bien votre connectivité avec votre localité, avec les populations. Et je crois que Ontario, en général, Cornwall en particulier, devrait être fier de vous avoir comme sénatrice, comme nous sommes fiers d'être accueillis ici aujourd'hui. Merci de me dire ça, c'est très gentil. Vous êtes les bienvenus. Merci encore. Entrez chez nous. Alors, voici un bureau assez traditionnel de sénateur. On a une bonne partie pour le personnel. Les sénateurs ont toujours au moins 2 ou 3 personnes qui travaillent pour elles. Souvent, ce sont des jeunes très bien éduqués et c'est très bien que ce soit des jeunes parce qu'au Sénat, l'âge moyen est de 67 ans. Très bien. Alors, vous avez besoin un peu de la jeunesse. Absolument. Et l'énergie autour de vous. Exactement. Donc, la plupart du bureau, c'est pour le personnel qui font des recherches, qui font de l'appui pendant le travail de comité. Ce sont des personnes clés dans tous les bureaux de sénateurs. Alors, bienvenue chez nous. Merci. Voici mon bureau ici dans l'édifice de l'Est sur la colline parlementaire Tout à fait. à Ottawa. Très bien, merci, c'est joli. Beaucoup de tableaux. Déjà, c'est ma première observation. Beaucoup de tableaux. Depuis l'entrée. Oui. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors, c'est très important. Parce qu'on voit des visages qui reflètent la diversité de nos populations au Canada, qui me reflètent aussi. Oui. Donc, j'ai choisi des œuvres, et en fait, c'est une location qu'on fait, d'artistes qui sont encore vivants, qui sont encore en pleine carrière. Et souvent, c'est un choix délibéré. Choix très délibéré. Alors, des artistes qui sont femmes, qui sont francophones, qui sont issus de la diversité. Alors, il y a tout un mélange d'artistes pour justement refléter tout ce que je suis et tout ce que je représente et tous les gens qui sont dans nos communautés. J'ai aussi quelque chose de très important. Ça, c'est une jeune femme de Cornwall qui avait fait cette œuvre-là pour moi quand j'étais mairesse. Et pour elle, ça représente vraiment sa ville. Alors, quand j'ai été nommée au Sénat, je lui ai demandé si je pouvais amener cette pièce-là au Sénat et elle m'a donné cette permission. Alors là, voilà. Fabuleux. Alors vraiment, c'est pour mettre aussi de la couleur. J'ai besoin de ça. Et les hivers sont longs, hein? Oui. Donc, quand on rentre ici, moi, je me sens dans un milieu chaleureux où il y a des couleurs qui vibrent. Alors, je me sens bien ici. Et surtout, ça vous garde connecté à la diversité. Ben oui, voilà. c'est important. Moi, je dois me sentir inspirée aussi par ces gens qui travaillent. C'est fabuleux, c'est bien apprécié, c'est beau. Merci. C'est un beau décor. Et nous avons sur ce mur là-bas, ce sont les différentes localités de votre circonscription. Exactement. Alors ça, c'est un cadeau d'une personne qui demeure à Cornwall et qui voulait que tous les comtés locaux de ma ville et les régions entourant ma ville soient représentés. Alors, on voit Cornwall, ma ville, et puis ensuite on voit Akwesasne, on vient de parler d'Akwesasne, qui est le territoire Mohawk, et ensuite South Dundas, South Glengarry, North Stormont, South Stormont, North Dundas, North Glengarry. Alors, tout ça, ce sont des comtés qui ont des élus municipaux. Et quand j'étais mairesse, j'ai travaillé avec tous ces conseils municipaux. Alors pour moi, d'avoir ça comme ça,
proche de mon bureau, ça me rappelle toujours d'où je viens. Oui. Et qu'est-ce qui m'a inspiré à faire vraiment du travail communautaire, à bâtir des relations avec les communautés, et ensuite à garder tout ça, toutes ces priorités aussi dans mon rôle de sénatrice. Cornwall. On dirait que vous avez transporté Cornwall dans son intégralité à Ottawa, oui, au cœur de la capitale, au cœur du Canada, oui, et que ça vous garde toujours à Cornwall. Oui. Eh bien, on en parlera sur votre engagement en politique. Bernadette Clément, vous êtes à la vérité une curiosité, hein, permettez-moi de le dire, parce que vous êtes la première femme noire à être élue à la tête d'une municipalité en Ontario. Et l'Ontario, d'abord à Cornwall, ensuite en Ontario. L'Ontario, c'est quand même la province la plus peuplée du Canada pour l'instant, plus de 15 millions d'habitants. Et c'est ça qui fait la curiosité autour de votre personnalité. Aujourd'hui, vous êtes au Sénat. Racontez-nous un peu, en réalité, qui est cette femme qui parvient à remplir ce type de record aujourd'hui? Alors moi, je suis une avocate d'aide juridique. Et ça fait 34 ans que je pratique le droit et je pratique encore, maintenant à temps partiel. Mais pour moi, ça a été une vocation, offrir des services juridiques à des gens moins nantis qui ne pouvaient pas se payer des avocats. Et donc, ça m'a mis en contact direct avec les besoins des gens qui vivent dans la pauvreté, qui vivent avec des défis. À Cornwall. À Cornwall. C'est la ville où vous avez grandi? C'est la ville où j'ai choisi de faire carrière. Moi, je suis née à Montréal, au Québec, d'un père de Trinidad et Tobago, des Caraïbes, et d'une mère franco-manitobaine. Alors, c'est là que j'ai été éduquée en français. Donc, je ne suis plus québécoise, j'identifie maintenant comme une franco-ontarienne parce que j'ai choisi de faire mes études universitaires et de demeurer en Ontario. En Ontario. Exactement. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix? Ben, l'Ontario, c'est vraiment la province où j'ai fait mes études à l'Université d'Ottawa. Vous auriez pu les faire à Montréal. J'aurais pu, mais je voulais faire mes études dans la capitale de notre pays. J'avais, je crois... Vous étiez obsédé par l'idée d'être une femme de la capitale. J'avais, je crois, cet intérêt pour la politique sans jamais penser que j'allais en faire. Parce que moi, je voyais pas des gens qui me ressemblaient en politique. J'ai pas grandi avec ça. Je viens pas d'une famille de politiciens. Mais je pense que dans mes arrière-pensées, dans mes goûts, j'aimais la politique. Et donc, je voulais être proche de cette ville où... dans la capitale politique du Canada. Où ça se passe. Donc, je fais mes études ici. J'ai étudié le droit civil, la common law. Et il fallait que je décide, bon, est-ce que je retourne au Québec, est-ce que je demeure en Ontario, mais c'est l'Ontario qui m'appelait. Et l'Ontario français, en particulier. À Cornwall, il y a une population quand même de 20 à 25% qui est francophone. Donc déjà, c'était intéressant. Et il y avait cette clinique d'aide juridique qui avait besoin d'une avocate. Alors c'est ça qui a fait que j'ai déménagé d'Ottawa vers Cornwall. Et c'est là que je suis devenue. Vous y allez pour des raisons professionnelles. Absolument. C'est là que je voulais faire carrière, l'aide juridique. Mais c'est là où j'ai vraiment vu la valeur d'être proche d'une communauté, de faire du communautaire, d'être inspiré par les gens qui sont proches de leur communauté. C'est là que j'ai appris. Et donc, pendant que je faisais cette carrière d'avocate, je faisais du bénévolat dans différents regroupements, des foyers pour des femmes qui avaient besoin d'être hébergées, des groupes qui offraient du counseling pour appuyer les familles, des groupes qui faisaient l'accueil des nouveaux Canadiens. Alors, je faisais du bénévolat un peu partout.
Et c'est là qu'on m'a suggéré que je fasse une campagne municipale pour devenir conseillère municipale à Cornwall. Mais moi, ça m'avait jamais passé par l'idée de faire de la politique municipale. Je n'avais pas été élevée là-dedans. Pourtant, vous aviez quand même l'idée de faire carrière en politique plus tard. Oui, mais c'était toujours en arrière et c'était jamais vraiment rien de concret. Encore une fois, j'avais pas de marraine, de parrain dans ces secteurs-là. Donc, je faisais un cheminement un peu solitaire. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait certaines personnes dans la communauté qui me suggéraient cette campagne, alors c'est ce que j'ai fait en 2006. J'ai fait campagne municipale, j'ai été élue, très bien élue, la première fois que je me lance en campagne municipale. Seulement quelle année exactement? 2006. Et de là, j'ai fait 3 mandats. Et alors, vous avez approximativement, vous avez quel âge? Dans ce temps-là, j'avais 39 ans quand j'ai commencé. Quand vous entrez? Oui. Je pense en politique municipale? En politique municipale. À refaire, je pense que j'aurais commencé plus jeune. Oui. Mais, encore une fois, j'avais pas cette idée-là. Et je voyais pas vraiment des gens qui me ressemblaient dans ces domaines-là. Donc, après 3 mandats de 4 ans comme conseillère municipale à Cornwall, encore une fois, il y a des gens qui m'entouraient, qui m'ont suggéré de faire une campagne à la mairie. Et ça, c'était en 2018. On n'avait jamais eu de femme mairesse à Cornwall. Et Cornwall, c'est pas jeune. C'est une ville qui a quand même... C'est une ville avec une population vieillissante, mais c'est une ville avec une histoire. Elle a été créée il y a 240 ans passés. Donc, c'est quand même une assez ancienne ville pour l'Ontario. Jamais eu de femme mairesse. Alors déjà là, c'était un défi. Mais en même temps, je savais que si j'étais élue, j'allais aussi être la première femme noire élue comme mairesse en Ontario. On n'avait jamais encore fait ça en 2018. C'est assez surprenant parce que l'Ontario, c'est quand même une province avec beaucoup de population, comme vous avez dit tantôt, et avec beaucoup de diversité, mais cette étape-là n'avait pas encore été franchie. Et lorsque vous devenez mairesse en 2018, oui, c'est bien ça, votre premier mandat? Premier mandat en tant que mairesse. En tant que mairesse. Qu'est-ce qui vous vient en tête directement à faire ou à refaire dans la cité? Quelles sont les innovations que vous apportez? Oui. Alors, premièrement, dans l'année avant de faire cette campagne municipale, on avait accueilli au centre LAV, maintenant le centre DEV, des réfugiés. Il y a eu 300 au moins réfugiés qui passaient par les États-Unis et qui venaient originalement d'Haïti. Et donc, la journée de leur arrivée, pour être hébergée à Cornwall, moi j'étais la mairesse suppléante. Je suis arrivée là pour faire l'accueil. Et ces gens-là me regardaient, et je les regardais, et par après, ils m'ont dit, mais cette ville a une mairesse qui nous ressemble. Et c'est là que ça m'a frappé que cette représentation compte pour beaucoup. Et ça manquait. Et ça manquait. Alors, cette représentation compte pour beaucoup au niveau d'un accueil qui est inclusif. Et donc, je commençais déjà à penser à ça. Et quand j'ai fait campagne à la mairie en 2018, j'avais une vision qui allait rassembler les communautés entourant Cornwall. Alors, on a plusieurs conseils municipaux et je voulais qu'on opère plus comme région pour pouvoir promouvoir le tourisme, le développement économique, le développement social en tant que région plutôt que en silo. Alors, c'était une vision que j'avais et j'incluais Akwesasne là-dedans. Alors, nos voisins autochtones au sud devaient aussi faire partie de cette vision de région et de diversité et d'inclusion pour faire qu'on allait attirer des investissements, mais non seulement des investissements, des gens.
Est-ce que vous avez quand même des sentiments d'avoir réalisé toutes ces ambitions avant de partir de la municipalité? Non. J'ai encore des regrets face à ça. Je pense que la balle a été lancée, donc il y a du travail qui se poursuit dans cette direction-là. Mais moi, j'ai été mairesse pendant la pandémie. Donc, ce qui n'a pas été très facile. Ça n'a pas été facile. Et donc, vraiment, j'ai fait du leadership de pandémie, du leadership de gestion de crise pendant une grande partie de mon mandat. Après votre mandat, vous partez de la mairie, mais vous gardez toujours votre ambition de faire politique au niveau fédéral. Oui. Et puis vous recevez cette nomination en 2021. Oui. Dites-nous, qu'est-ce qui aura milité, selon vous, à une nomination au Sénat? Alors, le Sénat au Canada, c'est une chambre nommée. Donc, c'est le premier ministre qui nomme directement les 105 sénateurs qui représentent toutes les différentes régions de notre pays. C'est un processus d'application. Donc, il faut remplir des pages et des pages d'explications pour dire pourquoi qu'on serait efficace ou on pourrait apporter quelque chose dans ce rôle-là. Ah, vous en faites une demande. On en fait une demande. Alors moi, j'avais fait une demande avant de devenir mairesse. Et puis, j'avais pas eu de réponse. Donc, je me disais, le Sénat, c'est pas pour moi. Je vais continuer ma carrière municipale, ma carrière d'aide juridique. Et je suis élue mairesse. Et c'est là que j'ai été approchée pour me dire, ça serait bien de refaire demande. On serait prêt à considérer votre demande à ce moment ici. Vous êtes approché par qui en ce moment? Ben, c'est vraiment les différentes instances à Ottawa qui peuvent faire des approches pour dire, ça serait bien de faire une demande. Les instances du gouvernement. Oui. Et c'est toujours la décision finale du premier ministre. Et en fait, c'est le premier ministre qui fait l'appel lui-même. On s'attend pas nécessairement à cet appel. On n'a pas d'annonce. Moi, j'avais reçu un appel la journée avant. Est-ce que vous êtes disponible à 4h30 pour un appel? Alors moi, j'avais aucune idée. Je pensais peut-être que c'était une entrevue. Et le téléphone sonne à 4h30 le jour après et c'est directement le premier ministre Trudeau, à ce moment-là, qui me dit « Bonjour, Madame la mairesse, j'aimerais vous offrir un poste au Sénat. » C'est comme ça que ça se fait. Oui. Et qu'est-ce que vous lui répondez? Je vais vous répondre très honnêtement. Sur le coup, il m'a demandé « Est-ce que vous êtes contente de cette nouvelle? » Parce que vous n'aviez pas l'air contente? C'est parce que j'ai hésité. Ah oui. Premièrement, j'étais surprise. Quand il a appelé, je me disais, est-ce que c'est vraiment lui? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui se passe pour lui? Qui se passe pour lui, là. Moi, j'ai des amis qui pourraient me faire ça, là. Oui. Donc, j'ai hésité. Et quand il s'est annoncé, et puis j'ai compris que c'était bien lui, il m'a demandé si j'étais contente. Et puis, j'ai dit, premièrement, ma réaction, c'est d'être triste. Et il est resté surpris. J'ai dit, mais c'est parce que je peux pas être une politicienne nommée et élue en même temps. Donc, d'accepter le poste de sénatrice, ça voulait dire que je devais démissionner de mon poste de mairesse. Un poste qui me tenait beaucoup à cœur. J'avais été mairesse pendant la pandémie. Ça m'a beaucoup rapprochée de la communauté. La communauté savait pas que ça s'en venait, cette nomination-là. Donc, j'anticipais que ça allait être difficile de faire l'annonce à la communauté. J'avais une tristesse. Donc, j'ai été très franche avec le premier ministre. Il m'a écouté, puis il m'a dit, « OK, je comprends vos sentiments, mais est-ce que ça veut dire que vous refusez le poste? » J'ai dit non, j'accepte le poste. Je suis bien fière et honorée d'être nommée au Sénat. Mais je voulais juste vous dire que ma communauté me tient à cœur, ça va toujours être une priorité et que je ressens un peu de tristesse. Et il m'a dit, je comprends très bien ces sentiments. Et lorsque vous êtes nommé au Sénat, ça c'est pour la gouverne de tous ceux qui nous regardent. Quelles sont vos missions statutaires au Canada? Oui, alors on a une obligation de représenter nos régions.
Donc, moi, c'est l'Ontario. Alors, la priorité toujours, c'est de faire certain que les voix des Ontariens, des Ontariennes sont représentées au Sénat. Surtout les voix des minorités, les voix des gens qui n'ont pas toujours accès au pouvoir, accès aux places où leurs voix vont se faire entendre. Alors, le rôle d'un sénateur, d'une sénatrice, et c'est dans la Constitution, c'est de représenter les régions, les minorités, pour qu'on ait un gouvernement fédéral qui représente bien les régions. Et lorsque vous commencez votre mandat de sénatrice, quelles sont les minorités qui vous viennent en tête? Il y en a plusieurs. Alors moi, je représente les francophones. Je suis francophone. Je suis très proche des communautés noires, des communautés issues de la diversité. Je suis très proche des questions qui interpellent les femmes. J'ai des dossiers dans ma clinique d'aide juridique qui interpellent les gens qui vivent en pauvreté et les besoins de ces gens-là. Je représente aussi le secteur municipal. Je représente une ville qui n'est pas une grande ville, mais qui est une plus petite ville. Donc, j'ai beaucoup de chapeaux que je porte, beaucoup de voix que j'amène dans cette chambre du Sénat. Alors, parlons de ces minorités. Quels sont des problèmes que vous avez identifiés? Prenons quelques-unes, par exemple, les minorités. On parlera des minorités francophones, de la communauté francophone, mais parlons d'abord des minorités de la communauté noire. Quels sont des problèmes que vous pensez être des problèmes adressés aujourd'hui pour cette... On vit dans un pays qui fait un bel accueil. Moi, mon père a été accueilli ici pour étudier, mais c'est pas facile d'être un nouveau arrivant, une personne issue de la diversité, parce qu'on a quand même un pays et des systèmes qui ont du racisme systémique un peu partout dans nos sociétés. Et donc, ce sont des questions de racisme, de discrimination, ce sont des questions d'accès à l'emploi, au logement. Tous ces facteurs-là sont affectés par le racisme. Et parfois on dit, mais est-ce que c'est un racisme super évident, agressif? Des fois, oui. Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est réel? Mais oui, il est réel. Les gens font face à des défis. Moi, j'en ai eu des défis aussi. Racontez-nous. Oui. Par exemple. Oui. Quand j'étais étudiante et j'avais gagné une bourse. Alors, j'avais fait compétition pour une bourse. Et lorsque je l'avais gagnée, j'ai eu de mes collègues qui sont venus me voir pour me dire « Mais vous avez eu cette bourse-là parce que vous êtes une femme noire. » Et ils avaient besoin d'avoir des personnes noires au sein du groupe choisi pour cette bourse-là. Pour un équilibre. Autrement dit, vous n'avez pas mérité. C'était le message. Oui. Alors, ce qui était très triste dans cette histoire-là, c'est que moi, je l'ai cru, ça. Moi, je pensais, alors, peut-être que j'avais pas les qualifications, mais... On vous a fait une faveur. On va faire une faveur pour que je représente, pour que ça paraisse bien. C'était pas vrai. J'avais entièrement toutes les compétences. J'avais mérité ce poste-là. J'avais participé, contribué de façon très, très positive. Mais on voit que lorsqu'on est élevé comme personne noire dans ce pays, on peut faire face à des micro-agressions. Des situations où nos compétences sont remises en question. Et de manière subtile. Très subtile. Très subtile. Alors, ce sont des expériences comme ça. Moi, j'en ai eu, ma sœur, mon frère, on est issus de cette diversité-là. On vit ces choses-là. Et lorsqu'on est encore plus nouvellement arrivé au pays, où on a un accent, un nom qui est plus difficile à prononcer, alors il y a encore plus de barrières. Donc, c'est pas pour dire qu'on n'a pas des chances au succès, c'est pas pour dire que moi j'en ai pas eu du succès, mais c'est qu'il faut reconnaître que il y a des secteurs
dans nos communautés qui font face à des barrières. Qui rendent le succès difficile. Oui. Même s'il est possible. Exactement. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement fédéral fait beaucoup pour essayer de réduire ces barrières? Oui, quand même. On a des niveaux de gouvernement, municipal, provincial, fédéral, territorial, qui sont conscients de ça. Mais il manque de représentation à tous ces niveaux-là. Nos visages sont pas tous là pour bien refléter tous ces problèmes-là. Mais les gouvernements sont conscients. Les gouvernements ont certains programmes pour faire de l'éducation, pour appuyer l'entrepreneuriat, par exemple. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se font. Donc, on est en train d'aller dans la bonne direction. Mais il faut continuer à en parler. Le gouvernement fédéral a une stratégie pour la justice. Tout le système de justice face aux communautés noires. Et ça, c'est récent. Ça a été développé et ça a été annoncé l'année dernière, en 2024. Donc, on voit qu'on a des gouvernements qui mettent en place des choses, qui consultent, mais là, il faut continuer à faire des investissements. Il faut continuer à avoir des conversations pour soulever que ces questions-là continuent à être des problèmes pour certaines de nos communautés. Et vous dites qu'il y a un manque de représentativité à tous les niveaux des décisions. Oui. La faute à qui? Est-ce que vous pensez que les communautés noires aussi manquent de dynamisme dans cette direction? Les communautés noires ne manquent pas de dynamisme. Pas du tout. Les communautés noires sont dynamiques, mais font face à toutes sortes de barrières. Donc, les communautés noires ont besoin de toutes sortes de choses. Puis, les communautés noires sont diverses. On n'est pas tous pareils dans ces communautés-là. Donc, on a besoin de mentorat, on a besoin d'appui, on a besoin de modèles, on a besoin d'accompagnement. C'est pas le manque de volonté, mais c'est qu'on a besoin de faire face à plus de barrières. Donc, le mentorat, le cheminement, l'accompagnement, c'est d'autant plus important pour certaines de nos communautés. Et en tant que sénatrice, représentante aussi de cette communauté, au niveau du Sénat, au plus haut niveau, est-ce que vous revenez vers ces communautés pour essayer de stimuler, de créer une émulation? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Ben, je rencontre les communautés noires souvent, très très souvent, parce que justement, je veux faire du mentorat, je veux faire aussi de l'éducation au niveau des systèmes politiques, de faire comprendre aux gens que ces places-là appartiennent aussi à eux. J'aime beaucoup faire des tournées au Sénat avec des communautés noires, des jeunes issus de la diversité pour dire « ça vous appartient, vous pouvez avoir un siège ici ». Des visites guidées? Oui. Très personnalisé pour les étudiants. J'aime beaucoup rencontrer les jeunes. Donc oui, je fais beaucoup ça, mais il y a une réciprocité. Moi aussi, j'ai besoin d'être inspirée. Parce que moi, en tant que sénatrice, souvent, je suis dans des comités, des salles où je suis la seule personne noire. Alors, moi, j'ai besoin de pas me sentir seule à tous les jours de ma vie et à tous les jours de ma vie politique. Et donc, moi, je me tourne vers mes communautés, justement, pour m'aider aussi à me sentir plus solide dans ces espaces-là et de comprendre c'est quoi les besoins en particulier de ces gens-là. Eh bien, vous avez également évoqué parmi les minorités la communauté francophone. Et la langue française, ces derniers temps, fait l'objet de grandes réflexions, notamment en ce qui concerne sa survie au Canada. Est-ce que vous pensez que cette langue, aujourd'hui, est vraiment menacée? Alors, on doit continuer la lutte. Il y a toujours une lutte pour faire reconnaître le besoin des communautés francophones, de faire reconnaître les besoins au niveau de l'éducation, au niveau des services pour la francophonie. La lutte
ne s'arrête jamais. Parce que les minorités, c'est ça, là. C'est ça le défi. C'est que on veut pas se faire avaler tout rond par les communautés majoritaires. Alors, quand on est en minorité, puis je pense aux francophones en Ontario, on doit toujours être aux aguets des reculs face aux services en éducation, services en santé, services au niveau du système de justice, les services en français, on doit toujours faire attention de ne pas avoir du recul. Est-ce qu'il existe, selon vous, une réelle discrimination de la communauté francophone? Prenons le cas de l'Ontario, où vous êtes. Est-ce que cela est réel? Oui. Vous avez été à Cornwall, c'est une ville anglo-saxonne à la base. Oui, et vous étiez une mairesse francophone. Oui, quand même. Oui, et ça n'a pas toujours été facile. Il y a des tensions des fois. Et donc, oui, j'ai vécu des discriminations à cause de ma langue ou un traitement inégal parce que je suis francophone ou bien un accès inégal à un service en français parce que je suis francophone. Donc, oui, ça existe et oui, la lutte doit toujours continuer parce que on peut pas perdre ces droits-là, ces acquis, parce que les francophones ont lutté pendant des décennies pour avoir ces choses-là. Et maintenant, avec une immigration francophone, on veut maintenant que nos communautés francophones soient inspirées par cette diversité, soient renouvelées par cette diversité. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue que la lutte doit toujours continuer pour les minorités. Et l'en est également des minorités autochtones. Oui. Pour ce qui vous concerne, oui. Il s'agit de quelle tribu encore? Oui. Alors, Cornwall est situé sur le territoire traditionnel des Mohawks. Des Mohawks d'Akwesasne. Et la langue Mohawk, elle est encore parlée, elle est encore vivante, mais là aussi, les peuples autochtones, parce qu'on a une histoire assez difficile au Canada, où on a enlevé le territoire, on a enlevé les cultures, on a enlevé les langues, on a enlevé les enfants de leur famille. Alors, ce sont des histoires très difficiles. Et maintenant, on est en période où on doit travailler la réconciliation. Et les langues autochtones font partie de ce travail de réconciliation, ce travail de retrouver sa santé, sa connexion avec sa culture. Alors, il y a une belle complexité au Canada au niveau des langues. Nos deux langues officielles, le français minoritaire à l'extérieur du Québec, l'anglais minoritaire dans le contexte québécois, et ensuite les langues autochtones, il y en a au-dessus de 75 au moins à travers tout le pays, dans le Nord. Donc, c'est une belle complexité. Ça fait que au Canada, on est à l'aise avec la complexité. Et ça fait qu'on est fort. Hein. On est fort à cause de ça. Est-ce que vous pensez que ces autochtones dont vous parlez, notamment celles de votre localité, vous pensez qu'aujourd'hui, leurs causes sont suffisamment défendues au niveau de la Chambre des communes, au niveau du Sénat? Est-ce que vous pensez qu'ils ont suffisamment de représentation? Non. Non. Beaucoup de notre attention se tourne vers nos deux langues officielles. Et on vient de revoir la loi sur les langues officielles au Canada. On a fait une révision après plus de 50 ans. Et donc, on a une loi des langues officielles beaucoup plus moderne. Alors ça, c'est bon. On a aussi une loi qui reconnaît que nous avons un pays avec des langues autochtones. Mais on doit continuer à faire plus d'investissements pour protéger, sauvegarder, enrichir tout le domaine des langues autochtones. Donc, est-ce qu'on en fait assez? Je dirais que non. Est-ce qu'on doit faire plus d'investissements? Je dirais que oui. Et est-ce que c'est suffisamment défendu? Je dirais que non. On doit continuer à aller chercher des alliés. Moi, dans le secteur des langues autochtones, je suis alliée. Moi, en tant que francophone, personne noire, femme noire, j'ai eu besoin d'alliés toute ma vie, moi. Toute ma vie. Alors, je sais c'est quoi d'avoir besoin d'alliés et je veux justement...
et de parrain et de marraine. Et de Et marraine. justement, je veux jouer ce rôle-là, Oui. non seulement dans mes communautés Oui. noires, francophones, de femmes, mais aussi chez les Autochtones. Parlons des femmes. Oui, Et pour les femmes, croyez-moi, vous êtes un modèle en Ontario, un modèle pour les femmes en général, parce qu'il n'y a pas que les femmes de la communauté afrodescendante qui parlent de vous en termes de modèle. Il n'y a pas que les femmes de l'Ontario qui parlent de vous en termes de modèle. Votre célébrité a débordé les limites de la province. Et c'est pour cela que je vous interpelle aujourd'hui pour savoir quel est le regard que vous portez sur l'épanouissement de la femme généralement au Canada. moi, je me préoccupe beaucoup au niveau du leadership politique Oui. et du rôle des femmes partout en société, mais surtout au niveau politique, à l'intérieur des gouvernements élus. Parlons-en, on parle d'une insuffisance de représentativité des femmes au niveau de la gouvernance au sommet au Canada. Est-ce que vous pensez que c'est un problème? C'est un problème. C'est un problème. Moi, je suis la première femme noire élue mairesse en 2018. On a encore du chemin à faire. On en a eu depuis. Donc, je suis fière de dire ça. Après plusieurs décennies, plusieurs siècles C'est- d'existence. C'est ça, exactement. Et lorsqu'on regarde les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux, les élus, on n'a pas encore franchi le cap du 25-30% de femmes là. Au Sénat, parce que c'est une chambre nommée, on est 50% femmes. Parce que le premier ministre avait en tête d'avoir et de planifier pour une représentation égale. Mais partout ailleurs, dans les secteurs élus, on n'a pas. Ça veut dire Cette que représentation. c'est un problème culturel. C'est un problème à plusieurs niveaux. Alors, lorsqu'une femme se lance en politique, en général, elle peut se faire élire. J'ai eu cette belle expérience-là. Mais les femmes ont beaucoup de barrières. Faire une campagne électorale, avoir des responsabilités au foyer, pour des enfants, avoir des responsabilités pour gagner un revenu, pour défrayer les coûts de la famille. Les femmes portent beaucoup de chapeaux. Et lorsqu'elles rentrent en politique, c'est encore un système qui a été dessiné, non pas par elles, mais par des hommes. Et donc, on a du chemin à faire pour créer une place qui va accueillir des mamans, des jeunes femmes, des femmes qui doivent travailler à l'extérieur du foyer. Donc, c'est plus compliqué que dire que c'est une question de culture. Parce que les femmes, lorsqu'elles font campagne électorale, je dirais que les hommes et les femmes veulent élire des femmes. Les gens savent que les femmes au leadership vont penser aux familles, aux enfants, aux jeunes, aux priorités qui vont favoriser les collectivités. Donc, on est utile, efficace, nécessaire en politique. Et qu'est-ce que ça demande, selon vous, à une femme de s'engager en politique? Ça demande un appui. Ça demande un mentorat accru. Encore de mentorat, un cheminement, des modèles pour voir que c'est possible. Mais vraiment, elles ont besoin d'appui. On dit souvent que les femmes vont pas faire une course électorale sans avoir été demandées au moins 7 fois par 7 différentes personnes. Donc, on hésite avant de rentrer dans ce milieu-là. Ça ne vient généralement pas d'une envie C'est ça. Puis on personnelle. voit. Ça vient surtout toujours d'un appel. Ça vient qui peut être un appel des hommes aussi. Oh, absolument, Oui. absolument. Et ce qui semble rassurer plus la femme de savoir que c'est un homme qui me demande de, Oui, de oui. m'engager. Mais moi, j'ai été demandée par des hommes et ça m'a fait du bien. Mais en même temps, j'aurais aimé ça, avoir une mentor qui me ressemblait. J'en avais pas. Donc, on a du chemin à faire. Et les femmes, lorsqu'elles sont en politique, vont faire face aussi à plus de problèmes. Alors moi, en tant que femme noire, j'ai vécu dans les médias sociaux, en ligne, j'ai vécu des difficultés, des commentaires racistes. Parce que je faisais ma job de politicienne, je
je me faisais critiquer, mais on mettait l'emphase. En avoir la couleur de votre peau. Exactement. Alors, et le fait que j'étais femme aussi dans ces rôles-là. Donc, les femmes aussi vont hésiter, vont comprendre qu'il y a une violence dans les médias sociaux qui vont être dirigées vers elles. Puis est-ce qu'elles sont assez bien réseautées, appuyées là-dedans? Ce sont des questions que les femmes se posent. Est-ce que tu peux nous dire que pour son engagement politique, la femme a beaucoup plus peur de la violence qui caractérise le milieu politique? Elle est consciente de cette violence potentielle. Ça lui fait peur. Oui. Moi, j'ai eu une menace à ma sécurité. J'ai eu peur. J'ai été ensuite bien encadrée par la sécurité sur la colline parlementaire au Sénat. Mais ma famille n'était pas contente de cette menace-là. Alors, cette peur-là, ça n'affecte pas tout simplement la femme, la personne dans le poste, mais les proches autour d'elle. Bernadette Clément, c'est un juste titre de votre représentativité en tant que leader féminin au Canada, que vous avez été invité à la Mandel Canada qui aura lieu à Congo du 16 au 20 septembre prochain, où vous allez d'ailleurs donner une présentation. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous motive à accepter une telle invitation? Premièrement, c'est chez nous, c'est à Cornwall. Alors, cette ville-là me tient à cœur, va toujours me tenir à cœur. Je vais rencontrer des gens qui comprennent le communautaire et l'importance du communautaire. Moi, je vais me sentir sûrement inspirée par leurs expériences. Et je trouve qu'en tant que sénatrice, j'ai un devoir aussi d'accueillir les gens, d'ailleurs, d'accueillir le regard, l'intérêt, la curiosité qui pourrait mener à des investissements, du tourisme, qui pourrait mener à des partenariats. Du renforcement des capacités aussi. Exactement. Mais ce sera un plaisir de vous rencontrer donc à Cornwall du 16 au 20 septembre prochain pour vous écouter et partager avec vous ces femmes en provenance d'Afrique qui sont des mères, des entrepreneurs, des administratrices publiques, seront très ravis de partager avec vous. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Et si vous aviez un message à adresser, parce que je vous ai rencontré à Casselman dans le cadre du lancement d'un projet communautaire, notamment pour l'intégration des nouvelles arrivantes. Et si vous avez un message à adresser aux nouveaux arrivants, au Canada en général en tant que sénatrice, qui font partie des minorités que nous avons citées, minorités noires, femmes, et puis minorités linguistiques, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'ils sont à leur place, et qu'elles devraient prendre leur place. Nous sommes chanceux au Canada d'avoir cette qualité de personnes qui arrivent ici pour contribuer à nos communautés. Alors, qu'elles prennent leur place, qu'elles comprennent qu'elles sont à la bonne place. Et nous, en tant que gens qui accueillent, on est chanceux. Et on est là aussi pour accompagner, pour participer à leur cheminement. Parce que ça va leur faire du bien, mais ça va aussi nous faire du bien. Et comment vous avez certainement un projet de vie au Sénat? Vous n'êtes qu'à votre 4e année. Vous en avez encore environ une dizaine d'années ou une quinzaine d'années devant vous. Comment vous l'entrevoyez? Qu'est-ce qui est en vue? Je continue à promouvoir les intérêts des Franco-Ontariens, des Franco-Ontariennes. Ça m'intéresse toutes les questions de la justice et de réduire ces barrières, surtout dans le système de justice, pour toutes sortes de minorités. Alors, ça va être une priorité pour les prochaines années. Je vous remercie de nous avoir reçus chez vous. Non, merci à vous.
Vision, la tribune des territoires.